et les perspectives des marchés actions going forward. Et pour ça, donc c'est Tatiana qui va utiliser une présentation qui va durer environ 25 minutes, ce qui nous laissera le temps nécessaire après pour les questions. En termes d'organisation, donc on va tâcher de garder les questions pour la fin. Et je vous invite cependant à poser vos questions pendant la présentation, quand elles vous arrivent. En bas en fait, de l'écran, vous avez une touche qui s'appelle questions et réponses avec des petites bulles. Et vous pouvez cliquer sur ce bouton et nous envoyer vos questions que je collecterai au fil de l'eau et que je prendrai dans la mesure du possible à l'issue de la présentation. Donc, je vous propose qu'on démarre sans trop attendre. Je vois que vous êtes déjà assez nombreux. Et pour ça, je vais passer la parole à Tatiana, qui elle-même va partager la présentation. Moi, je vais m'éclipser et je reviendrai à la fin de la présentation pour m'occuper des questions et voir s'il y a d'autres sujets potentiellement à adresser. Donc, merci beaucoup, bonne présentation et à toi, Tatiana. Oui, merci beaucoup Christophe et bienvenue aussi de ma part. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Voilà. J'espère que tout le monde voit mon écran. Sinon, faites-moi un signe. Donc, dans ma présentation, ce que j'aimerais bien faire dans la première partie, je vais parler un peu de qu'est-ce qui se passait dans les marchés actions dans cette année. Donc, tout d'abord, bien évidemment, je vais parler de la crise. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est de regarder un peu l'évolution des corrélations et la dispersion des prix des actifs. Et puis, je vais faire un point sur l'évolution des facteurs de risque conventionnels et les portefeuilles low vol. Et finalement, je vais parler un peu du potentiel de performance en dehors des méga caps. Donc, cette crise était vraiment très exceptionnelle dans le sens qu'on a vu des rendements très négatifs qui se sont créés dans juste quelques jours. Donc ici, côté gauche, mais on voit les performances qui étaient réalisées dans les marchés développés et émergents. Et effectivement, la synchronicité du choc et aussi le fait que c'était vraiment une très grosse surprise, je pense, pour la plupart des investisseurs. Ça crée beaucoup d'incertitudes. Et cette incertitude, ça s'est traduit aussi dans des indicateurs comme, par exemple, la volatilité implicite du S&P 500. Donc, on peut constater que le niveau d'incertitude, mais ils étaient même au-dessus des niveaux qu'on a vus en 2008. Et c'est bien évidemment aussi du fait que c'était vraiment tellement instantané, ce choc, qu'on a vu des réactions comme ça dans les marchés. Après, cette crise, c'était surtout aussi une crise de la liquidité, donc pas seulement dans le marché crédit, mais aussi dans le marché action. Ici, on voit une mesure de liquidité pour un instrument qui est considéré normalement comme un des instruments les plus liquides. Donc, ce sont les futurs sur le S&P 500. Et on peut constater que dans cette crise-là, il y a la liquidité qui s'effondre dans cet instrument. Et effectivement, on a vu aussi des actions comme Apple qui n'ont pas traité pendant des heures. On a vu des très, très grosses dislocations des prix. Et donc, ça nous a fait quand même un bon rappel du fait que finalement aussi le marché action, c'est une question du monde et offre qui doivent se rencontrer. Et s'il n'y en a pas, mais on a un problème pour traiter. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution des corrélations et la dispersion des prix d'actifs dans cette crise? Donc déjà, on peut constater que dans les phases de crise, les corrélations entre les actifs, ils ont la tendance d'augmenter. Donc ici, en orange, vous voyez la corrélation entre les actions du MSCI US et en bleu, vous voyez la volatilité moyenne des actions du MSCI US. Et ce qu'on peut constater, c'est dans les phases de crise, il y a incertitude, mais il y a la corrélation qui augmente entre les actions. Et normalement, ça se fait, il y a une certaine tendance, donc ça augmente sur une certaine échelle de temps. Et ici, dernièrement, dans la crise dans laquelle on se trouve maintenant, on voit que cette corrélation, elle augmente de façon très, très instantanée et très forte. Et effectivement, c'est bien sûr, c'est lié au fait que c'était un choc tellement instantané. Effectivement, cette augmentation de corrélation, comment on peut expliquer ça? Il y a les investisseurs qui ont un peu de panique et qui commencent à vendre les actions un peu partout. Et donc, ça fait que les actions, ils commencent à bouger dans la même direction. Et ça crée effectivement des telles réactions comme ça,
qu'on peut voir dans les datas. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est dans les régimes des marchés où la corrélation augmente, on peut constater aussi que les raisons pour lesquelles la variance ou les prix des marchés ils varient, les raisons ils sont beaucoup plus similaires. Donc, on peut mesurer ça en faisant une analyse qui s'appelle Principal Component Analysis. Et les facteurs qui sortent de cette analyse, ils expliquent la variance entre des actifs. Et ici, on peut constater que toujours dans les crises de marché, donc en bleu, c'est le pourcentage de la variance des actifs qui est expliqué par ces facteurs. Et on peut constater que dans les crises, une très grande partie de cette variance est expliquée par les premiers 5 facteurs de cette analyse. Donc, ça veut dire qu'il y a la commonalité entre ces drivers de risque, elle est plus haut dans les phases de risque. Et ça, c'est évident aussi. Pourquoi? Mais il y a les gros chocs qui arrivent dans le marché et qui font que les investisseurs ils repricent les actifs dans le marché et ça crée des réactions comme ça. Et on peut constater aussi dans cette crise du mois de mars et avril, on peut constater que cette commonalité elle a beaucoup augmenté et on est arrivé à des niveaux de 70% de la variance qui sont expliquées par les premiers 5 facteurs. Et si vous regardez dedans, mais sont plutôt les premiers 3 facteurs qui expliquent la plupart. Après, si les corrélations augmentent et les drivers du risque ils deviennent plus similaires, est-ce que ça veut dire que les actions ils font tous la même chose? Non, pas du tout. Donc, effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que la variation entre les prix, dans la dispersion entre les prix des actions, donc en cross-section, elle devient beaucoup plus large dans des phases des crises de marché. Donc ici, par exemple, dans la crise financière et aussi dernièrement. Et effectivement, ça s'est créé comment? Mais prenons-nous l'exemple de Netflix. Donc Netflix, les investisseurs, ils ont pensé que cette entreprise-là va plutôt profiter de la crise, du fait que les gens ils vont rester à la maison, qu'ils vont tous s'abonner à Netflix, etc. D'un autre côté, il y a des actions comme United qui ont bien chuté dans cette crise. Et donc, c'est évident que ça crée une dispersion très large et beaucoup plus large que normalement dans les prix des actions. Et effectivement, dans un tel environnement du marché, si je dois construire mon portefeuille, ça sera encore plus, encore plus important que dans les régimes de marché normal, que je me positionne de façon bien diversifiée pour effectivement bien capter cette dispersion dans les prix des actifs et pour ne pas être pris sur le mal pied. Donc, pour vraiment regarder les conséquences de performance d'un tel environnement pour un portefeuille diversifié, on peut tout d'abord constater que dans cette crise, on avait 2 sortes d'univers d'investissement. Donc, on avait des univers d'investissement comme les US ou EM, où on avait les plus grands billets des marchés, donc les méga cap tech notamment, qui ont surperformé dans cette crise-là. Donc, ils ont déjà surperformé pendant la crise, mais ils ont continué à surperformer dans la crise parce que, comme j'ai déjà dit, donc les investisseurs, ils ont pensé que ce sont des boîtes qui vont plutôt profiter du lockdown, au moins dans une première phase de cette crise. Après, il y avait d'autres univers, et on va en parler un peu plus tard, où c'était les plus grands billets des marchés qui étaient punis. Donc, regardons d'abord le cas des US et EM, où les marchés où les plus grands billets ils ont continué à surperformer. Donc ici, on voit dans la chute du marché, on voit en orange la performance d'un portefeuille anti-benchmark, donc un portefeuille qui maximise la diversification sur le MSCI US. On voit en gris, c'est le MSCI US. Et les autres lignes, mais ce sont des stocks, des méga caps ou des stocks comme Netflix, qui n'est pas un des 5 les plus grands, mais qui est quand même un stock important. Et là, vous voyez bien cet effet que je viens de décrire. Donc, vous voyez que les méga caps, oui, ils ont surperformé dans cet environnement du marché pour les raisons que j'ai évoquées. Mais on voit aussi que le portefeuille diversifié a surperformé. Et ça, c'était premièrement dû au fait qu'il y avait d'autres billets très forts du marché, comme les financiers, qui ont largement sous-performé. Et en étant moins exposés
un tel facteur de risque, mais un portefeuille diversifié pouvait créer de valeur. Et d'un autre côté aussi, comme j'ai dit, la dispersion entre les prix des actifs était très élevée. Et donc, en étant bien diversifié, mais on pouvait bien capter cette dispersion. Après, dans le rebond du marché, on a vu que les méga caps, ils ont sous-performé. Et c'était largement dû au fait que la plupart de la fantaisie de croissance est déjà pricée dans le prix, mais il y en avait d'autres actions qui étaient surpunies dans la chute. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir souvent. Et après, dans le rebond, les investisseurs, ils repricent cette surréaction et ça veut dire que ces stocks-là, mais ils réagissent beaucoup plus fort dans le rebond. Et donc, en étant bien diversifié et en effectivement être bien exposé à cette dispersion dans les prix des assets, mais on a pu générer aussi une surperformance dans ce rebond de marché. Après, dans un univers d'investissement où c'était effectivement les plus grands billets, donc les titres financiers et les industriels qui ont sous-performé, un portefeuille diversifié comme le AB a effectivement généré une surperformance dans la baisse en étant moins exposé à ces facteurs de risque qui ont vraiment sous-performé. Et d'un autre côté, on a bien capté aussi le rebond pour les raisons que je viens d'évoquer. Et donc, ça a créé une surperformance assez visible. Et c'est quelque chose qu'on peut constater effectivement sur quasiment tous les univers d'investissement. Donc, on a year-to-date, ça sont des chiffres SOF, donc à la date du 24 avril. Donc, 12 de 14 stratégies surperforment. Et en plus, cette surperformance a été créée avec un niveau de volatilité beaucoup plus faible. Donc, 13 de 14 stratégies démontrent un niveau de volatilité plus faible. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le cas dans les actions, mais aussi pour le crédit et le high yield. Et, après, qu'est-ce qu'on peut dire sur les facteurs conventionnels de risque et disons des portefeuilles qui sont construits de façon alternative, comme le equal weight et le risk weight, etc. Donc, on pouvait constater que dans la crise, le momentum et le growth, ils ont surperformé. Le factor value a sous-performé, ainsi que equal weight et risk weight, et mean vol a surperformé. Surtout, cette divergence entre risk weight et mean vol, c'est quelque chose qui a étonné les investisseurs, qui a déçu et étonné les investisseurs. Et pour mieux comprendre ça, on peut essayer d'expliquer les performances de ces portefeuilles. Donc déjà, pour un portefeuille mean vol, on peut constater que dernièrement, et surtout dans la crise, le portefeuille était largement drivé par le facteur momentum. Effectivement, c'est quelque chose qu'on pouvait constater aussi dans les crises précédentes, comme en 2008 et 2001, et que momentum a surperformé dans cette crise, mais mean vol a aussi surperformé. Après, sur des horizons plus long terme, mean vol se présente plutôt comme avec un billet value. Et je pense ça, c'est aussi une chose qu'on peut comprendre ou qu'on peut apprendre de ce slide, c'est le fait que les expositions aux facteurs de risque d'un portefeuille mean vol, ils varient fortement dans le temps. Et donc, même si ex ante, on pense par exemple qu'on est exposé à quelque chose qui est momentum, mais ça peut changer. Et donc, ça pose potentiellement un sujet quand on construit son portefeuille et si on veut bien contrôler les facteurs de risque auxquels on est exposé dans le temps. Après, un portefeuille risk weight était plutôt value et ça explique aussi effectivement la sous-performance, comme le facteur value l'a aussi sous-performé. Et si on veut comprendre mieux les performances de ces facteurs pendant la crise, on peut ouvrir un peu la boîte noire des facteurs et on peut constater que le facteur value était largement biaisé vers les titres financiers et les titres industriels. Et comme ces deux secteurs-là, ils étaient vachement punis dans la crise, ça explique aussi les rendements, la sous-performance du facteur value. Et pour momentum et growth, donc déjà les deux entre eux, ils étaient relativement corrélés récemment. Et en plus, ils étaient très IT, très healthcare, très consumer staples. Donc les facteurs qui ont plutôt profité, qui ont plutôt surperformé de cette crise. Après, où est-ce qu'on peut trouver potentiellement du potentiel de performance et en dehors de méga cap? Déjà, peut-être, je peux dire quelque chose
sur pourquoi j'ai dit en dehors des méga caps. Donc, je ne veux pas du tout dire que moi je sais qu'est-ce qui va apporter le futur. Je ne veux pas dire non plus que je pense que l'histoire va se reproduire, que c'est évident que l'histoire va se reproduire, mais je pense qu'on peut constater certains faits. Donc, il y a une chose, on peut constater que les méga cap tech, ils ont surperformé dans les dernières années les small caps. Donc ici, dans cette graphique, vous voyez la surperformance du Nasdaq 100 vis-à-vis du Russell 2000. Et vous pouvez constater qu'après la crise de 2001, ben, ça a légèrement repris. Et là, très récemment, ça a beaucoup accéléré cette surperformance. Et encore une fois, je ne dis pas qu'on va voir encore de nouveau quelque chose comme on a vu en 2001. Je dis juste, pour moi, cette accélération, surtout cette accélération aussi dans la surperformance, ça, pour moi, c'est disons, un indicateur qui déclenche un petit signal rouge dans ma tête quand je dois faire mes décisions d'investissement. Après, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, par exemple, dans le marché US, les top 5 stocks, mais ils représentent quasiment 20% du poids de l'indice. Et d'un autre côté, si j'essaye d'arriver à 20% avec les plus petits stocks, mais je dois déjà avoir plus que 400 stocks d'un univers de un peu plus de 600 stocks pour arriver à ce chiffre-là. Donc, ça veut dire pour moi qu'il y a un risque idiosyncratique dans ce marché et qui s'est largement aggravé aussi, encore une fois, dans cette crise, donc qui est énorme. Et en fait, ce n'est pas juste un risque idiosyncratique, mais c'est surtout aussi un risque sectoriel. Parce que ces stocks-là, mais ils viennent tous de quasiment le même genre de secteur. Et ça me rappelle quand même à ce qu'on a vu dans le passé, par exemple là en 2001, ou bien dans la crise financière et aussi dans la crise du pétrole, où toujours au pire moment, on était le plus exposé à un facteur de risque. Et de façon vraiment très extrême, on était exposé à ce facteur de risque. C'était avant ça a chuté, mais on a pensé que ça, c'est le nouveau futur. Donc, on a pensé ça pour le télécommunication et les médias, on a pensé ça pour le secteur financier. Après, encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver ici, mais je dis juste, pour moi, personnellement, ça me donne quand même un indicateur qui me dit, potentiellement, je veux allouer le risque dans mon portefeuille de façon un peu plus équilibrée que ce qui est le cas au moment dans les marchés qui utilisent le market cap weight comme pondération. Et on voit la même chose pour les pays émergents, où aussi récemment, ça s'est encore plus aggravé, cette concentration sur certains titres et sur notamment le secteur IT. Après, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce momentum des méga caps? Donc, il faut dire que très clairement, ce sont des entreprises qui ont beaucoup de cash, qu'on dirait plutôt aujourd'hui, ce sont des entreprises de qualité, qui vont probablement aussi être capables de survivre une crise. Mais je pense que tout ça, c'est déjà jusqu'à un certain point dans les prix. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a vu qu'ils ont rebondi beaucoup moins fortement que les autres stocks. Et je pense qu'il y a une chose que le marché aujourd'hui sous-estime, c'est la crise des consommateurs qui est en train d'arriver et qu'on va voir bientôt aussi dans les chiffres, parce que si je ne peux plus payer pour mon iPhone, si je peux acheter beaucoup moins de choses dans l'Internet parce que je n'ai pas de sous, donc là, je vais quand même aussi voir ça dans les chiffres d'affaires de Apple, de Amazon, etc. Alibaba change déjà son business model, il va plutôt vers le cloud business. Samsung est en train de fermer des magasins, etc. Donc, il y a quand même aussi des enjeux potentiels pour des entreprises qui aujourd'hui représentent un gros risque dans les marchés capipondérés. Donc, si moi, je veux me positionner différemment, si je ne connais pas le futur, parce que c'est très difficile à dire, l'incertitude aujourd'hui est très élevée, dans quelle direction est-ce qu'on va, qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est probablement pas une mauvaise idée de se positionner de façon diversifiée. Et effectivement, si on pense aussi qu'il y aura une déconcentration de marché qui peut arriver, mais effectivement, de ce point de vue-là, c'est aussi une très bonne idée d'être bien diversifié parce qu'ici, sur ces deux graphiques-là, qu'est-ce que vous voyez? Mais vous voyez la surperformance d'un portefeuille anti-benchmark
sur un indice CAPI pondéré. Et vous voyez ici, c'est le changement de niveau de diversification du marché. Et vous pouvez voir que si je fais une régression là-dessus, mais que je peux constater une relation significativement positive entre la déconcentration du marché et la surperformance d'un portefeuille diversifié. Et ça, avec un pouvoir explicatif qui est plutôt élevé. Et en effet, si j'ajoute un terme pour la dispersion entre les prix des actifs à cette régression-là, mais je peux augmenter cet R2 par à peu près 10%. Donc, ça veut dire, dans les régimes de marché où, en plus, la dispersion des actifs est très élevée, je peux effectivement surperformer plus avec un portefeuille bien diversifié parce que je capte plus cette dispersion des prix des actifs. Et donc, c'est probablement une bonne idée, vu les incertitudes, vu la grande dispersion des prix des actifs, de se positionner comme ça. Donc, pour conclure, la crise, je dirais aujourd'hui, on était dans la première phase de cette crise et on a vu que c'est quelque chose qui a vraiment surpris le marché. Je pense la synchronicité de cette pandémie, je pense les conséquences pour l'économie, c'est quelque chose qui a créé beaucoup d'incertitudes et qui va continuer à créer beaucoup d'incertitudes. On a vu que les corrélations entre les actifs, ils ont beaucoup augmenté dernièrement et on a vu aussi qu'en même temps, la dispersion entre les prix des actifs a augmenté de façon dramatique. Dans les univers où les méga cap stocks, ils ont surperformé, on a quand même pu créer une surperformance avec un portefeuille diversifié grâce au fait que la dispersion des prix des actifs fait qu'il y a quand même de valeur à chercher et à créer. Et en même temps, là où c'était les plus grands billets qui étaient punis, mais on a pu créer de valeur aussi grâce au fait qu'on était moins exposé à ce gros risque-là. Et n'importe où la direction des performances va aller dans le futur, je pense une chose qui est claire à tout le monde, c'est que la volatilité et la dispersion des prix des actifs, ils sont venus pour rester. Et donc, à mon avis, comme le futur est tellement difficilement prévisible, probablement la meilleure chose, c'est d'être bien diversifié. Ok. Merci beaucoup, Tatiana. 24 minutes, donc on vous avait dit entre 20 et 25, je crois qu'on est dans les temps. Ça me laisse une minute pour faire une remarque avant de prendre les questions. On a reçu quelques questions via Zoom. Je crois que c'est vraiment le slide final qui résume bien ce qui s'est passé et ce qu'on peut constater aujourd'hui. Donc, si je regarde ce qui s'est passé sur les marchés et je compare ça à la performance des portefeuilles TOBA, qui sont donc par construction des portefeuilles bien diversifiés, ce qu'on a pu observer, c'est une chute assez atypique des marchés dans la mesure où cette chute n'a pas en fait été drivée par les méga caps. Souvent, quand on a une concentration passée dans les indices CAPI pondérés, la chute elle est amplifiée par les large caps, ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci. Et malgré ça, en fait, on a vu que les portefeuilles bien diversifiés ont mieux résisté que les indices CAPI pondérés. Ce qui est intéressant, c'est que dans le rebond qu'on a eu sur le mois d'avril, en fait, les portefeuilles bien diversifiés ont beaucoup mieux capté le rebond que les indices CAPI pondérés. Et puis le point d'arrivée, c'est un peu ce que décrivait Tatiana dans la troisième partie. Le point d'arrivée, c'est des indices CAPI pondérés aujourd'hui qui sont plus concentrés que jamais. Alors ici, on vous a montré des notions de poids, de large cap, des poids de secteur. Vous savez qu'on a aussi la capacité de regarder tout ça via des corrélations ou des contributions de risque. Et vraiment, ces concentrations aujourd'hui, elles sont à des points les plus élevés qu'on ait jamais observés dans les 20 dernières années. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, aujourd'hui, quand on regarde un peu le comportement des investisseurs à qui on parle, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une très grande dispersion des scénarios pour le futur. C'est-à-dire qu'on a des investisseurs qui sont très bearish, on a des investisseurs qui sont très bullish. Et à la fin, on a le sentiment qu'on se trouve dans une situation où c'est devenu peut-être encore plus difficile de prévoir. Et le fait qu'on soit dans la difficulté de la prévision, vous savez que c'est la raison d'être de Tobam, puisque
le point de départ ou la mission de Tobam, c'est de générer des portefeuilles efficients pour des investisseurs de long terme dans le contexte de marchés relativement efficients. Qu'est-ce que ça veut dire des marchés relativement efficients? Ça veut dire des marchés difficiles à prévoir. Donc aujourd'hui, notre message vis-à-vis de vous, investisseurs, c'est vraiment de dire peut-être que le niveau d'incertitude est très élevé ou à un point historiquement très très élevé. Et c'est typiquement le genre de scénario où adopter un portefeuille très bien diversifié, voire qui maximise la diversification, a énormément de sens. Voilà, alors je vais prendre, on a eu des questions, je vais commencer par la première. Considérant que le choc lié au virus est déjà dans les prix, pourquoi la dispersion sur le prix des actifs demeurerait élevée, notamment dans un contexte de reprise des marchés? Donc, comme moi j'avais dit avant, je pense il y a le choc qui était créé par le virus, donc c'est une chose. Mais je pense pour les investisseurs, c'est très difficile à vraiment estimer le vrai impact de ce choc-là. Et donc, ils se sont mis à tout d'abord vendre un peu les actions un peu partout. Et puis après, mais on commence à se rendre compte quels sont les vrais effets, donc qu'est-ce que ça veut dire vraiment, etc. Et donc, il y a un certain repricing du marché qui arrive et qui effectivement qui a repris certaines surréactions qu'on a vues sur certains titres. Et ça, on a constaté dans le rebond du marché, on a constaté qu'il y avait des stocks qui ont beaucoup profité de ce rebond, beaucoup plus que le reste du marché. Et donc, c'était effectivement cet effet de repricing-là, et c'est quelque chose qui fait que la dispersion entre les assets reste large, même si l'information initiale, elle était déjà, donc la réaction initiale sur cette information était déjà priced in, mais ça ne veut pas dire qu'elle est priced in de façon parfaite. Donc, on voit maintenant qu'effectivement, le marché est en train de toujours reprocesser les informations qui arrivent et d'ajuster ses évaluations. Merci. Alors, une autre question. Monitorez-vous l'exposition de vos portefeuilles actions aux différents facteurs de risque? Quels sont actuellement les principaux biais de vos portefeuilles vis-à-vis de ces facteurs de risque? Oui, donc bien évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde tous les mois. Mais par construction, nos portefeuilles, ils n'ont pas des biais vis-à-vis des facteurs de risque. Donc ça, c'est un avantage, ou un gros avantage de notre construction de portefeuille. Donc c'est aussi une grande différence, par exemple, à ce que je viens de dire d'un portefeuille minimum variance. C'est effectivement, dans notre construction de portefeuille, on se positionne tel qu'on est le moins exposé à tous les facteurs de risque. Et c'est quelque chose que vous allez voir qui est stable dans le temps. Et donc, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on a des biais spécifiques vis-à-vis l'un ou l'autre facteur de risque. Très bien, alors je vais juste élaborer peut-être un tout petit peu plus sur la réponse de Tatiana. Donc, vous savez que chez Tobam, on considère que le portefeuille anti-benchmark, c'est le portefeuille le plus diversifié, c'est-à-dire le portefeuille qui n'a pas de biais. En revanche, si on regarde ne serait-ce que la méthodologie de construction des facteurs de risque, en fait, on va s'apercevoir qu'on peut trouver des biais dans ces facteurs de risque. Si ces facteurs de risque étaient complètement indépendants, complètement décorrélés, la réponse théorique, c'est que le portefeuille anti-benchmark aurait une exposition exactement similaire à l'ensemble de ces facteurs de risque. Maintenant, il se trouve que ces facteurs de risque, dont Tatiana a parlé de quelques-uns de ces facteurs de risque, ils ne sont pas indépendants. Tatiana a illustré les similitudes entre le low vol et le value. Il y a une similitude qui est mécanique par construction et qu'on trouve de manière systématique, c'est aussi l'exposition large cap, puisque la construction de ces facteurs MSCI, elle est basée sur les stocks et sur la capitalisation boursière de ces stocks. Donc, on va trouver beaucoup de corrélations entre ces facteurs de risque. Mais la réponse directe et théorique à la question qui est posée, c'est qu'en fait, chez Toba, vous trouvez vraiment le portefeuille qui est le plus diversifié, donc qui ne contient pas de biais vis-à-vis des facteurs de risque indépendants qu'on peut trouver sur le marché. Alors, j'ai encore une question.
Quel pourrait être, selon vous, le déclencheur d'une correction sur les méga caps? Donc à mon avis, donc ça c'est, peut-être moi j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je pense comme j'avais évoqué avant, à la fin de ma présentation, je pense qu'il y a certaines choses qui sont sous-estimées par les investisseurs au niveau, d'une crise de consommateurs qui peut arriver et donc ce risque-là, c'est pas vraiment encore, pricé dans les prix des méga caps et le moment où, effectivement les datas, ils commencent à montrer ça où on commence à voir ça aussi dans les chiffres des revenus de ces entreprises, mais je pense qu'on va voir, un repricing ça ne veut pas dire que ces entreprises vont faire faillite, mais ça veut dire que les investisseurs, ils vont pricer, qu'effectivement les prévisions de croissance et la fantaisie qu'ils avaient avant, dans ces boîtes-là, mais ça n'existe plus. Donc par exemple, ce week-end, j'ai parlé avec ma voisine, elle est américaine. Elle m'a dit: «Ouais, mais tiens, mais je vais acheter Google maintenant, mais je pense que c'est une bonne idée. Il y a ça, c'est le futur il y aura une croissance énorme et tout». Et je pense, c'est ça ce qu'ils pensent quand même encore beaucoup d'investisseurs. Et le moment où ils réalisent que peut-être cette croissance-là sera aussi affectée par la crise qu'on va avoir, mais il y aura certainement un ajustement des prix. Très bien. J'ai épuisé les questions. Juste pour rester dans la question de temps, donc on est un peu au-delà de la demi-heure. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire qu'on garde à dessein sur un format court. S'il y a des points en particulier sur lesquels vous aimeriez des développements, n'hésitez pas à prendre contact avec Tobam. On a encore une fois à dessein élagué un certain nombre de slides. On a beaucoup plus d'informations sur toutes les dimensions qu'on vous a présentées ici. Si ça appelle chez vous des questions particulières, on est aussi heureux d'y répondre. Vous pourrez retrouver le webinaire d'aujourd'hui, à la fois la présentation et l'enregistrement vidéo via un lien qu'on va vous envoyer demain par email. Cet email comprendra aussi un formulaire pour nous faire des remarques sur le webinaire, ce qui vous a semblé bien et ce qui vous semble perfectible. Donc, on est toujours heureux d'avoir des feedbacks de votre part sur ce webinaire. Et puis, vous savez que le webinaire précédent était sur le crédit, celui-là est sur les actions. Et on continuera à vous inviter au webinaire Tobam de manière à vous tenir informé des sujets qui nous tiennent à cœur, des performances de nos stratégies et répondre à vos préoccupations en tant qu'investisseur. Donc, merci beaucoup. À très bientôt, on espère, soit via un webinaire et on espère aussi physiquement. Et d'ici là, portez-vous tous très bien et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.